Bonjour, bienvenue dans ce podcast Comprendre le monde et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Ronnie Broman. Bonjour Ronnie. Bonjour Pascal. Et donc on va parler de la situation à Gaza. On s'enfonce un peu plus chaque jour dans l'horreur, bientôt 2 ans. Et vraiment, jusqu'où ira-t-on? Quelle est la situation présente sur le terrain? Mais la situation, elle continue de se détériorer. Effectivement, on a l'impression que chaque fois qu'on touche le fond, on reprend la truelle et on continue à creuser. Là, l'offensive, au moment où nous parlons, l'offensive sur Gaza se poursuit. Les différentes tours d'habitation sont méthodiquement abattues. Les Israéliens cherchent à faire partir la population de Gaza, mais une très faible proportion de celle-ci a accepté de quitter. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va durer, je ne sais pas non plus combien de temps les équipes humanitaires vont être à même de tenir le coup dans cette déferlante de violence qui se renouvelle. Et par ailleurs, dans le sud de Gaza, une population confinée sur 20% du territoire, vivant sous temps dans des conditions d'hygiène, de confort minimum absolument catastrophiques. Enfin, il y a une toilette pour 200 ou 300 personnes, il n'y a pas d'eau potable, la nourriture est extrêmement rare, la famine continue de se développer. Et je dis d'ailleurs, au passage, parce qu'on entend ici et là des gens qui contestent l'existence de la famine, ce qui est absolument hallucinant. Et c'est pas ici le fait que l'ONU l'ait déclaré, parce que l'ONU n'est pas infaillible en elle-même. Ce sont les conditions mêmes de la vie à Gaza qui doivent être prises en considération. Les Israéliens ont méthodiquement, c'est-à-dire jusqu'à 98% selon des calculs récents, détruit, pourri les terres agricoles, c'est-à-dire là où il y avait des céréales, des fruits, mais aussi où il y avait de l'élevage. Tout cela a été méthodiquement dévasté, de façon qu'il n'y ait plus rien qui soit produit à Gaza. Les Gazaouis ne peuvent plus consommer la moindre parcelle de nourriture provenant de leur propre production. Ce qui était le cas. Ils produisaient environ 40% de leur consommation alimentaire et le reste était importé commercialement depuis l'Égypte en particulier. C'est notamment à ça, je leur rappelle, que servaient les tunnels de Rafah, et pas seulement à passer du ciment ou des armes ou des terroristes, mais aussi à simplement pouvoir vivre à peu près correctement. Bon, on a détruit donc toutes les possibilités de produire de l'alimentation. On a littéralement verrouillé hermétiquement toutes les entrées et sorties, enfin surtout les entrées évidemment, de Gaza. L'aide est distribuée à peu près à 1/100 de ce qu'elle devrait être, puisqu'en gros il y a 4 points de distribution de vivres, alors qu'il y en avait 400 auparavant. Et des gens ont encore le culot monstrueux, des gens, je pense à Bernard-Henri Lévy, à des gens comme ça, ont encore le culot monstrueux de contester l'existence d'une famine à Gaza, comme si le Hamas avait les moyens. D'avoir un micro ouvert sans qu'on le conteste leurs paroles. Ah oui, oui, j'ai encore vu 2 fois ce personnage contester sans avoir la moindre objection, sans être appelé à justifier ses assertions qui vont quand même contre l'intégralité des agences de l'ONU, l'intégralité des observateurs humanitaires. Et le domaine humanitaire, il est varié. Tout le monde n'a pas la même position, le même, les mêmes, exact. Si, les objectifs sont toujours les mêmes, mais les voies d'y parvenir sont tout à fait différentes. Et bien là, la communauté humanitaire, souvent divisée, là, elle est au contraire rassemblée pour pointer la famine. Puis de toute façon, c'est démontré. Enfin, il y a tous les jours des enfants, des adultes qui meurent de faim à Gaza. Et C'est d'autres dont le la réalité. développement est compromis, puisque si dans les premiers mois de la vie, on n'a pas accès à une nourriture équilibrée, les facultés de développement sont remises en cause. Oui, il pourrait y avoir des troubles cognitifs, mais aussi des troubles organiques, parce que la maturation des organes passe aussi par une nutrition correcte. Enfin, on connaît le prix attaché à la qualité de la nutrition des nourrissons dans notre monde, et c'était exactement le même prix que l'on pouvait observer à Gaza. Eh bien aujourd'hui, il n'est plus observé parce que
c'est la famine, et la famine, par définition, c'est généralisé. Il y a toujours quelques profiteurs locaux, hein, c'est bien entendu. Ça, c'est la règle, et pas seulement en Palestine, enfin, c'est la règle des sociétés humaines, malheureusement. Des crapules, il y en a dans tous les domaines et dans tous les camps, y compris, bien entendu, à Gaza. Mais la réalité de cette famine et des conséquences qu'elle aura sur la génération en train de se développer aujourd'hui, elle est au-delà de tout soupçon. Et d'ailleurs, même au-delà de la famine, il y a environ 600 000 enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire, hein, uniquement dans le primaire, qui sont depuis 2 ans en dehors de tout, ou presque en dehors de toute scolarité. Des petits clubs existent, des associations locales, parce que l'initiative des Palestiniens est quand même extraordinairement féconde. Mais enfin, quand on est sous tente, menacé d'être écrasé par une bombe à tout moment, qu'on a vu l'intégralité de son paysage social, physique disparaître, les dispositions pour se concentrer à étudier sont quand même difficiles à mobiliser, hein. Est-ce qu'on ne peut Donc pas c'est... expliquer ce négationnisme, qu'on ne peut pas dire autre chose, c'est du négationnisme que de nier qu'il y ait une famine à Gaza, par le fait en fait que c'était aussi un game changer dans l'opinion. Parce que les bombardements, les gens qui meurent sous les bombes, malheureusement on y est habitué, mais l'image de gens qui meurent de faim, que cette famine soit faite par l'homme, comme ça a été dit par tous les acteurs effectivement humanitaires onusiens, donc c'est délibérément faire mourir de faim des gens, ça a choqué y compris les personnes qui n'ont aucune opinion sur le conflit israélo-palestinien et qui ne s'en étaient jamais préoccupées auparavant. Oui, oui, moi j'étais frappé, je dois dire même un petit peu choqué, bien que ces mouvements d'opinion soient dans le bon sens, c'est-à-dire une prise de conscience des atrocités commises par les Israéliens à Gaza. Mais j'avoue que j'ai été un peu choqué par le fait qu'un an et demi de bombardements effroyables laisse le monde, sinon totalement indifférent, n'exagérons pas, du moins largement en recul, enfin, un peu fâché, quoi, disons diplomatiquement, fâché, mais sans plus de réaction. Et que là, les termes de barbarie, d'horreur, enfin le vocabulaire un petit peu plus appuyé fasse son apparition à l'occasion de la famine. Ben, et puis, c'était l'occasion de me rendre compte que la famine a comment dire, ouvre une perspective anthropologique différente de celle du bombardement. Le bombardement, on peut imaginer qu'il va frapper des endroits où il y a des combattants, où enfin, il peut déterminer des lieux. Même si les chiffres de l'armée israélienne elle-même montrent que 83% des victimes sont des civils. C'est ça, 83% des victimes sont des civils. Je m'arrête un instant sur ce chiffre aussi, parce qu'il est effectivement sorti des bases de données israéliennes, hein, pas de conjectures militantes, mais de bases de données israéliennes. Et il se fonde sur l'idée qu'il y a 63 000 morts. Or, ce qui est l'évaluation généralement donnée des morts directes. Or, on sait que le chiffre réel est plus proche de 100 000, voire même beaucoup plus, peut-être 120 000, on n'a pas de 180 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, 100 000, c'est très certainement le minimum. Si bien que c'est 90% de victimes civiles depuis 2 ans dans ce conflit. 90%. C'est du jamais vu. C'est absolument inédit. Les guerres les plus terribles au Soudan, au Congo, pour parler que de 2 conflits encore actifs aujourd'hui, n'ont jamais atteint, même de loin, de telles proportions. Et donc ça vient effectivement renforcer l'accusation de génocide, qui ne repose pas simplement sur le nombre de morts et la proportion civile combattant, mais aussi sur l'intention, bien entendu. Et l'intention, on la repère très facilement en voyant ce que disent les responsables Tu as politiques. couvert des dizaines de zones de combat. Il y a une chose qui me frappe, c'est que beaucoup d'humanitaires qui rentrent disent: «Je n'ai jamais vu ça». Des gens chevronnés, des gens qui, ont par définition vu des scènes, particulièrement choquantes, troublantes, mais c'est quasi unanime: «Nous n'avons jamais vu ça». Non, non, en effet, je discutais il y a peu de temps avec des copains et collègues de Médecins sans frontières, notamment un qui a peut-être la personne à Médecins sans frontières qui a la plus longue expérience des conflits armés, Jean-Guy Watteau, qui est enfin, un peu partout. Il a vraiment été à la tâche
dans des conflits armés et des conflits violents. Eh bien, même pour lui, et moi qui ne suis pas allé dans tous les conflits armés, mais qui suis dans l'humanitaire depuis 45 ans, et donc directement ou indirectement mêlé à tout cela, l'humanitaire, en plus l'humanitaire de Médecins sans frontières, c'est-à-dire qui intervient essentiellement dans les conflits. Non, en effet, je n'ai jamais vu ça. Mais je voudrais ajouter à cela un point qui nous sort un peu de Gaza et qui nous ramène vers un enjeu un peu plus global. Moi, chaque fois que j'ai visité la Cisjordanie, j'en suis sorti littéralement tourneboulé, enfin ému, tendu, révolté, beaucoup plus que quand je sors, je sais pas, du Soudan du Sud, du Congo, d'Afghanistan, du Salvador, et des nombreux conflits que j'ai pu croiser, fréquenter comme cela. Parce que c'est une population entière qui est harcelée au quotidien, presque heure par heure. Une population entière qui est maintenue, et là je parle hors bombardement de Gaza, je parle de la Cisjordanie. Il y a des gens qui sont en permanence sous le coup d'une possibilité de harcèlement par des colons, et envers qui l'autorité n'a, comment dire, lorsqu'ils se tournent vers l'autorité, c'est-à-dire l'autorité israélienne, ils ne peuvent attendre que des coups redoublés. Non seulement l'autorité israélienne, censée les protéger, ne protège que les colons, c'est-à-dire protège les attaquants et non pas les attaqués, mais en plus l'autorité palestinienne, elle, n'a d'autorité que le nom, mais certainement pas la fonction, et donc ne peut absolument rien pour eux. Donc on ajoute un sentiment d'insécurité, d'inquiétude, d'anxiété permanente, l'humiliation de tous les jours. Et ce que je vois aussi dans ces distributions de vivres de la Gaza Humanitarian Foundation, c'est aussi l'humiliation, qui est d'ailleurs mise en avant par de nombreux Palestiniens. On est forcé de courir comme des bêtes pour aller quémander un sac de riz, et en plus, on se fait tirer dessus, y compris quand on tourne le dos aux Israéliens et qu'on se fait tirer dans le dos, comme de nombreux médecins ont pu le constater dans les hôpitaux avec les trajectoires de balles qui sont reconstituées. Donc cette humiliation de cette république coloniale sur les sujets colonisés, c'est l'une des dimensions les plus profondes, celle qui, je pense, laissera aussi beaucoup de traces. Je ne veux pas hiérarchiser. Les gens qui ont perdu toute leur famille garderont des traces indélébiles, ou perdu tout leur voisinage, leurs amis, etc., garderont des traces absolument indélébiles de cela. Il ne s'agit pas de mettre en avant certaines choses. Mais cette humiliation, elle est porteuse d'une haine incoercible. Et ce que fait Israël en ce moment aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, c'est semer une haine pour les générations à venir. Et une haine irrépressible. Quand je mets quiconque au défi de sortir de Cisjordanie, je ne parle même pas de Gaza aujourd'hui, de Cisjordanie, de la Cisjordanie d'aujourd'hui ou de la Cisjordanie d'il y a 2 ou 3 ans, sans avoir envie, lorsqu'il voit un soldat israélien, de lui sauter à la gorge. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. J'en ai discuté avec des copains, des collègues à chaque fois. Et bien sûr que c'est ça. Quand on voit un soldat israélien qui ricane en allant tirer un coup de feu dans une citerne, une réserve d'eau pour des bédouins qui sont là dans un coin, qui n'embêtent personne, sauf d'éventuels futurs colons qui voudraient justement leur piquer cette terre. Ces gens-là n'ont rien pour se défendre. Et ces soldats surarmés, bien nourris, ricanants, qui viennent et qui détruisent leur possibilité même d'existence. Quand on voit comment ils bouchent des puits qu'ils ils empoisonnent pas au sens de poison mortel, mais ils jettent des détritus dans les conduites d'eau, ou interrompent aussi les conduites d'eau pour les Palestiniens, détruisent, là encore, dans le centre de la Cisjordanie, ils ont déraciné des centaines d'oliviers. Voilà, comme ça. L'olivier, à la fois le symbole de la Palestine, de la Cisjordanie, le symbole de la paix, le rameau d'olivier, tout. C'est l'humiliation organisée, accompagnée d'un énorme bras d'honneur
fait au reste du monde. C'est Sylvain Sipel qui raconte que c'est une blague qui se circule en Israël. Tout le monde, un jour ou l'autre, enfin presque tout le monde en tout cas, un jour fait pipi dans la piscine, quoi. C'est parti. La différence, c'est que les Israéliens, ils pissent du haut du plongeoir, hein, voilà. Et aussi, on est bientôt à 2 ans de ce conflit. Dans tous les conflits précédents et notamment dans le conflit entre Israël et le Liban, Israël et la Palestine, il y a toujours un bombardement de trop. Il y a toujours eu, à un moment donné, où on dit: «Ah non, mais là, au début, 1re étape, Israël a le droit de se défendre, droit inconditionnel. 2e, bon, allez-y mollo les gars quand même, faut pas. Et puis non, quand même, ça devient embêtant, il y a beaucoup de morts». Et puis tout d'un coup, on sent une pression internationale qui fait arrêter Israël. Ça a été ça à chaque fois, aussi bien au Liban qu'à Gaza, et là, rien du tout. Alors que l'ampleur des destructions est sans commune mesure avec ce qu'on a vu auparavant. Comme si l'horreur du 7 octobre était un blanc-seing pour l'armée la plus morale du monde, mais on ne sent, soit entre guillemets bien sûr, on ne sent pas cette fois, «Là, vous êtes allé trop loin, faut arrêter». En fait, c'est vraiment libre cours à ce que vous voulez faire, quoi. Non, effectivement, la mollesse des réactions internationales, ce que j'appelais tout à l'heure une petite fâcherie, c'est-à-dire une remontrance, une manifestation de désaccord avec tel ou tel bombardement, comme par exemple celui qui a coûté la vie à ces 5 journalistes, là, il y a encore peu de temps, tir délibéré. D'ailleurs, on peut le dire, je cite, je mentionne au passage, la mollesse des réactions de la corporation journalistique. Je ne parle pas des individus, bien entendu. Des individus ont pu se sont exprimés. Mais la profession de journaliste, face à ce qui est une hécatombe, là aussi, sans précédent, aucun conflit dans le monde, dans toute l'histoire, n'a été un cimetière de journalistes comme l'est Gaza aujourd'hui. Il a fallu attendre 1 an et demi pour qu'une manifestation de sociétés de rédacteurs, de sociétés de journalistes se fasse entendre sur la place parisienne. Et encore, seulement en France. Ailleurs, je crois que rien de cela ne s'est Alors produit. comment Donc il y a expliquer quelque chose. que bon, il y a plus aucune réaction et que bon, il y a des communiqués, on condamne, mais rien ne se passe? Comment expliquer cette impuissance volontaire? Ben, j'y vois une certaine efficacité de la propagande israélienne sur 2 plans. Enfin, elle s'articule sur plusieurs autres plans, mais là, je ne parlerai que de cela. L'un, c'est: nous sommes une démocratie qui combattons aux avant-postes de la guerre contre la barbarie. C'est une guerre de civilisation, ça n'est pas une guerre territoriale, c'est même pas une guerre de religion, c'est bien plus que ça, c'est une guerre de civilisation et nous nous battons pour vous. Ça marche contre ces terroristes, ces obscurantistes qui veulent nous détruire et vous détruire. Donc c'est un combat global. Je pense que, d'une certaine manière, ça a marché. Et l'autre Alors chose, qu'on pourrait dire qu'au contraire, Israël développe le terrorisme en agissant ainsi et nous met en danger. c'est l'évidence même. Moi, je pense depuis longtemps qu'Israël met les Juifs en danger. Je pense qu'Israël met d'autres gens également en danger, naturellement. D'ailleurs, les Juifs, quand ils sont en danger, ne sont jamais seuls en danger. Par définition, quand un groupe de population est en danger, c'est que d'autres à côté le sont également. Donc ça revient en effet à ça. Mais l'autre point, c'est ce que certains ont appelé le rayon paralysant, le rayon laser, c'est-à-dire l'accusation d'antisémitisme qui, en dépit de la grossièreté de son usage, de l'énormité, continue malgré tout, semble-t-il, de produire des effets. Que Macron se sente obligé d'écrire une lettre de 5 pages à Netanyahou à, à cause des saletés, des insanités que celui-ci a proférées à l'encontre de Macron, alors que 5 lignes suffisaient. Ça n'est- C'est vous qui mettez les Juifs en danger. Je ne vois pas le rapport avec l'antisémitisme. Je reconnais l'État de Palestine parce que c'est un État qui est reconnu par les 2 tiers de l'humanité. Déjà, enfin, ça suffisait comme explication. Eh bien non. On se sent tenu d'entrer dans toutes sortes de détails, de rappeler plein de choses, comme pour montrer patte blanche aux Israéliens. Et ça, je pense que ça signale une certaine victoire diplomatique, politique, limitée et à mon avis sans avenir. Donc je limite la portée de mon analyse. Mais en tout cas, aujourd'hui, Mais qui elle est bien fonctionne là. quand même, pourtant en termes d'action humanitaire et en termes d'analyse géopolitique, tu as quand même quelques lettres de créance
tu es largement boycotté. Alors, est-ce que c'est de l'antisémitisme de ne pas t'inviter parce que tu es juif? Ou enfin, tu es quand même, moins qu'on puisse dire, moins présent que d'autres, moins légitime que toi à s'exprimer sur la question? Ah oui, oui, non, je suis très, très peu invité. En effet, j'ai été invité par, France Info TV là 2 ou 3 fois, donc j'étais redevenu fréquentable, semble-t-il, mais je pense que ça n'a pas duré. J'ai trouvé, évident de mettre sur le même plan, du point de vue de leurs, aspirations, le gouvernement israélien et le Hamas, à un moment, dans un entretien, enfin une table ronde, à laquelle je participais. Et cette mise à équivalence je ne le savais pas spécialement, et puis d'ailleurs je m'en fichais, enfin ça n'était pas le point, est un tabou. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et on se rappelle d'ailleurs qu'au moment où la Cour pénale internationale a émis les mandats d'arrêt, de nombreuses réactions, y compris en France, ont été dans ce sens-là. On ne met pas sur le même plan le Hamas et le gouvernement israélien, une organisation terroriste et une démocratie. On voit bien, enfin, Israël, je pense, la seule façon de décrire politiquement Israël, c'est d'en parler comme une république coloniale. Elle a quelque chose de républicain, en effet, pour sa société juive intramuros, et elle est tout à fait coloniale dès qu'on sort de ce cadre Y compris spécifique. pour les pays avoisinants, Syrie, Liban. En fait, il y a quand même une opération militaire générale sur l'ensemble de la région, Ah ben, au en moment toute où impunité. on bombarde le Liban, on bombarde la Syrie, on attaque l'Iran en se faisant gratifier du droit de se défendre. Ça, c'est quand même une des dernières énormités auxquelles on a assisté récemment. L'Iran attaqué par Israël, puis les États-Unis, et ça n'est pas à l'Iran qu'on accorde le droit de se défendre, c'est à Israël. Moi, j'avoue que tout en Sur étant... quoi, sur quoi ça peut déboucher? Parce que là, on voit bien l'opération militaire se développe sur Gaza. Les États-Unis cherchent à faire partir les Gazaouis ailleurs, mais les Juifs, j'en ai disent non. Il y a bien le Somaliland, peut-être le Soudan du Sud, je ne sais pas s'ils pourront prendre, mais en fait, le nombre de morts va encore augmenter. On ne voit toujours pas d'issue. Qu'est-ce qui peut se passer dans les jours qui viennent? Ben oui, tous les jours, on voit entre 20 et 80 morts, au point que on n'y fait plus attention. Ça fait partie, c'est un peu comme la météo, quoi, la météo des nouvelles du matin, ça vient comme ça. Quand on en parle, parce que des fois, on n'en parle même pas. Oui, C'est oui, tellement banal oui, oui. qu'on n'en parle même pas. Parce que et on comprend la lassitude des journalistes à répéter, comme une ancienne, là, les mêmes choses tous les jours. Bon, en tout cas, moi, il me semble que cette guerre, dans sa forme actuelle, va prendre fin pour se transformer en une autre guerre, d'une certaine manière. Mais le rythme de bombardement, la quantité de munitions tirées, de projectiles tirés sur les Gazaouis ne va pas rester au niveau où il se trouve là, parce que c'est inassumable, ne serait-ce que sur le plan du renouvellement des munitions, apparemment. Enfin, tout le monde commence à avoir des problèmes de stock de projectiles, ce qui est d'une certaine manière une bonne nouvelle, enfin, qui laisse entendre combien sont tombés déjà. Et puis, économiquement, humainement, ça n'est pas tenable. La société israélienne commence à tirer la langue, Donc, si j'ose dire. Netanyahou va tomber, il ira en prison, pas pour les crimes de guerre ou le génocide, mais pour, corruption et on passera à autre chose? Euh, Autre chose, non. Je pense qu'il y a un avant et un après. Je pense que la guerre de Gaza est une rupture désastreuse, au sens où d'une rupture profonde qui marque une période qui se termine pour laisser place à une autre période qui s'inaugure. Euh, Israël est désormais un État voyou, et il aura bien mérité cette étiquette que tout le monde lui accorde. Être israélien à peu près n'importe où dans le monde, ça devient un problème, y compris aux États-Unis. On a vu, alors il n'y a pas de touristes israéliens qui ont été molestés aux États-Unis, mais on voit que chez les démocrates, les 2 tiers maintenant parlent de génocide pour désigner ce qui se passe à Gaza, que même chez les républicains, d'abord chez les démocrates, il y avait un soutien pratiquement, comment dire, sans faille
à Israël, et aujourd'hui, il est effondré. Le soutien à Israël est ultra minoritaire. Même si dans les instances, il continue de s'imposer, la base démocrate américaine est vraiment vent debout contre les agissements d'Israël. Et ça commence à gagner, pour des raisons d'ailleurs pas forcément réjouissantes, mais ça commence à gagner aussi les républicains. Il y a une élue MAGA qui a parlé de génocide, donc c'est quand même nouveau. Oui. Donc, jusqu'aux États-Unis, l'image d'Israël est totalement effondrée. Et si, comme tu le rappelais à juste titre, les diplomaties, les chancelleries sont restées extrêmement timides, malgré tout, quelques mots tabous ont été prononcés, par exemple sanctions. Avant, parler de sanctions, c'était s'exposer à se retrouver devant un tribunal pour apologie du terrorisme ou incitation à la haine antisémite. Euh, Aujourd'hui, ça devient, même si on continue de pouvoir être traduit devant un tribunal pour brandir un kéfier ou un drapeau palestinien, ça devient un terme qui est employé dans les enceintes diplomatiques européennes. Et ça, c'est quand même, je pense, un facteur d'inquiétude pour les Israéliens. Mais si ce sur quoi je voulais insister, c'était sur le divorce entre les sociétés et les gouvernements. Les gouvernements, dans l'ensemble, sont extrêmement mous. Les sociétés, dans leur ensemble, sont extrêmement réactives. On le voit de partout, les équipes cyclistes espagnoles, enfin, pour le Tour d'Espagne, des orchestres, des associations étudiantes qui veillent à ce qu'aucun contrat de coopération entre leur université et une université israélienne ne soit signé, ou que les contrats déjà existants soient interrompus, les contrats de recherche. Il faut savoir que la plupart des universités israéliennes travaillent pour la défense. Ce n'est pas du tout le boycott d'universitaires, comment dire, pacifistes, ouverts, avec lesquels on n'a qu'une envie, c'est de s'asseoir et de discuter. Non, ce sont des gens, ces gens-là existent naturellement, mais ce sont des institutions qui travaillent pour l'essentiel, pour la défense, dans tous les domaines, en biologie, en chimie, en informatique, en physique, etc. Donc ce sont quand même des recherches qui sont faites, et les contrats que les universités israéliennes nouent avec diverses universités européennes sont méthodiquement, un par un, remis en question. Donc les sanctions, aujourd'hui, paradoxalement, c'est par le bas qu'elles sont en train de monter. Et comme pour l'Afrique du Sud, ça devient insupportable quand votre équipe de foot, de rugby, de handball, de basket, votre orchestre national, vos, vos, vos universités, vos coopérations universitaires, tout ça fait l'objet d'un problème. Vous ne pouvez plus avancer d'un pas sans qu'il y ait un problème qui se pose, un problème d'hostilité, de critique, de refus de serrer la main, de quelqu'un qui vous tourne le dos, même de simples manifestations en rapport avec la civilité de base, même cela, c'est psychologiquement extrêmement dur. Or, c'est cela que l'on voit donc Israël et les Israéliens avec Israël. C'est sans doute injuste pour un certain nombre, ça se comprend quand même quand on raisonne statistiquement, sont désormais parias. Ça aura des conséquences sur la société, sur la politique israélienne, sur le fait qu'Israël devient invivable, par exemple, pour un nombre croissant de ces sujets. Mais que va devenir le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire une fois que Gaza aura été totalement écrasé? On en revient au 6 octobre 2023, hein, la veille de l'attaque du Hamas, avec en plus 2 millions et quelques de personnes à la rue du fait des Israéliens, et un environnement général hystériquement hostile. Enfin, non, hystériquement, j'enlève le terme, hystériquement, profondément, activement euh, euh, hostile. Comment Israël va retourner à son jeu favori qu'ils appellent la gestion, ou tondre la pelouse, c'est-à-dire continuer de coloniser, continuer d'humilier, continuer de voler, etc., avec de temps à autre un gros coup de marteau sur la tête des récalcitrants, et on reprend le boulot. C'est ça qu'ils appellent tondre la pelouse, hein. Ça pousse, on passe la tondeuse, et on reprend le business as usual. Moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit, plus
le fait que l'extrême droite ouverte, parce que Netanyahou aussi est l'extrême droite, mais ce n'est pas une extrême droite totalement revendiquée, mais l'extrême droite ouverte, donc des Ben Gvir, Smotrich, Gideon Sa'ar, Israël Katz, etc. J'allonge un petit peu la liste parce que je trouve qu'on la ferme trop sur Smotrich et Ben Gvir, qui sont effectivement deux figures haïssables, horribles et tout, mais enfin les autres les soutiennent totalement. Donc il ne faut pas les oublier aussi dans la liste. Eh bien, ces gens-là sont les seuls qui ont aujourd'hui un programme post-guerre de Gaza et post-électoral, c'est-à-dire en vue des élections de 2026. Aucun, Yair Lapid, Benny Gantz, Yael Golan, enfin, les leaders israéliens qui se situent dans l'opposition, qui ont gouverné notamment avec Naftali Bennett, quand même lui aussi d'extrême droite, juste avant Netanyahou, aucun de ces gens ne parle de Palestine. Le mot Palestine n'appartient pas à leur vocabulaire. Donc je ne sais pas comment ils vont se débrouiller avec la suite, mais il est certain qu'ils vont devoir l'intégrer dans leur vocabulaire. Mais pour en faire quoi? Là, il n'y a absolument aucune réponse. Donc seule l'extrême droite, les petits nasillons du gouvernement, eux, ils ont un projet. Virer les Palestiniens, récupérer l'intégralité de Gaza et de la Cisjordanie, en attendant de piquer aussi du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Jordanie. Enfin bon, ils sont dans l'hubris, dans la Sombre démesure. constat, Ouais. mais lucide. Merci beaucoup, Ronnie, pour ce constat Merci à toi. aussi pessimiste que lucide.